Rian, salut, comment est-ce que tu vas? Salut Chris, en forme, en forme. Je sors tout juste de ma séance de lutte là, donc un peu cassé Ah aujourd'hui. bah ouais, on est en mode improvisation. Moi ici, je suis à l'hôtel, je suis pas dans mon décor de chez moi. Mais il y a eu quelques petites annonces aujourd'hui qui nous ont donné envie de faire une petite vidéo ensemble. On a des discussions depuis déjà quelques jours, j'irais, entre Ousmane et Khamzat Chimaev qui se cherchent un peu sur les réseaux. Clairement, il y a quelques mois, Dana White et Khamzat ont annoncé que Khamzat montait en middleweight. Apparemment, Ousmane était chaud de prendre le combat en catchweight. Et là, on a l'info qui est tombée. Dana White a dit I don't do catchweight. Ça ne l'intéresse pas. Quand tu fais un combat en catchweight, à moins que ce soit sur un short notice, évidemment, pour sauver un combat. Mais quand c'est prévu à l'avance, il n'aime pas faire des catchweight parce que après le combat, ben, les deux ne bougent pas dans le ranking. Ça les fait pas avancer dans leur carrière. C'est pas dans une division. Donc, il a clairement dit je suis ouvert à la discussion si ça se fait en middleweight. Donc il ferme, et je suis totalement aligné avec Dana White, il ferme la porte à un retour de Khamzat en welterweight, ce qui pour moi est complètement logique. Du côté de Ousmane, il a dit dans plusieurs interviews récentes, je veux combattre une quatrième fois contre Leon Edwards. Donc, c'est en welterweight. Mais là, il a cherché Khamzat. Et si il veut l'affronter, ce sera en middleweight. Donc, on va d'abord parler de la situation et puis on va peut-être faire une petite Mhm. analyse technique. Quel est ton premier ressenti quand tu entends tout ça? Mon premier ressenti, c'est qu'on a un Khamzat Chimaev qui est encore dans les esprits d'un petit peu tout le monde en welterweight et même chez les combattants. Il est encore dans le ranking, j'imagine, welterweight et je pense que on doit faire une croix hein, sur une évolution en welterweight. En tout cas, c'est ce qui semble s'annoncer. Je pense pas que ce soit une question genre qu'il ne soit pas capable de faire le poids, hein. Il l'a déjà fait, mais sa dernière sortie où il a complètement raté le poids et qu'il en a rien à foutre, je pense que euh, je pense que c'est au niveau de l'organisation de l'UFC ne peut pas se permettre sur le plan professionnel, tu vois, sur le plan de l'image, de réorganiser en welterweight. Donc Mhm. pour moi, ça a du sens qu'il monte en middleweight, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'il sera capable de faire le poids en middleweight, hein. Ça reste, Non, mais tu vois. c'est vrai, on l'a déjà vu avec, comment s'appelle-t-il, celui qui est décédé, Anthony Rumble Johnson. Ouais. Il cuttait comme un malade pour faire welterweight. Il a raté la pesée plusieurs fois. Mhm, La fois où il monte en middleweight, c'était contre Vitor Belfort. mhm, Il fait pas le poids du tout, il fait limite le poids light heavyweight et après il a fini sa carrière en mixant light heavyweight et heavyweight. Et là, effectivement, je te rejoins, il n'y a rien qui nous garantit que Khamzat sera plus sérieux dans sa gestion du poids maintenant qu'il monte en middleweight. J'ai l'impression que c'est le genre de mec qui prend un poids exagéré pour faire welterweight et maintenant qu'il va combattre en middleweight, il va pas rester au poids auquel il est en se disant bah, je vais réussir le cut facile. Il va non. continuer de prendre du poids et il va avoir ce Mhm, même écart et donc cette même difficulté de réussir ses pesées en middleweight. Et par rapport à ça, ce qui m'intéressait, c'était Paulo Costa contre Khamzat parce que tu aurais eu un bordel de poids un peu comme contre Vettori qui aurait été probable et à la limite marrant. Donc ouais, ici clairement ce serait un risque, un double risque du côté de Ousmane s'il doit monter en middleweight pour Khamzat parce que rien ne le garantit qu'il aura un Khamzat au poids middleweight en plus. tout à fait. Il faut vraiment avoir en tête que l'avantage du poids chez les lutteurs, alors moi je pense qu'on l'a pas, on l'a pas tous en tête comme ça, on s'en rend pas compte. Mais les lutteurs en MMA à l'UFC savent à quel point c'est important d'être plus lourd que leur adversaire. Et c'est pour ça que ce sont des gros cutters. Mm. Khabib était un gros cutter, Georges Saint-Pierre était un gros cutter. Tous les gars qui ont leur jeu basé sur la lutte sont des gros cutters. Les strikers, par contre, on l'a vu, beaucoup moins. Donc Adesanya, pour prendre un exemple qui me voilà. vient directement en tête. Ouais. Leon Edwards, il cut de 7-8 kilos à tout casser, ce qui est, enfin voilà, hein, ce que moi je fais personnellement, et, enfin, et Et t'es en c'est un cut. bantamweight. Je suis en bantam, ça paraît être un gros cut, mais la réalité c'est que c'est pas non plus, c'est pas la folie non plus, tu vois, Mhm. quand c'est bien fait. Donc, dans tous les cas, je pense que Shimaev ne va pas, absolument pas, monter en middleweight et rester au poids où il est actuellement.
comme tu dis, il va prendre du poids, il va vouloir avoir l'avantage du poids, et s'il le fait mal, il risque de sérieusement avoir des difficultés à descendre, clairement. Ouais. Mm, mm, mm. Et du coup, par rapport à ce combat, moi, honnêtement, bah, sur papier, ça m'intéresse. Stylistiquement, c'est un combat qui m'intéresse énormément en tant que fan. Par contre, pour l'un comme pour l'autre, je vois pas de réel intérêt, si ce n'est vraiment d'avoir un combat excitant pour le fan de MMA de manière générale. Mais Khamzat qui devrait et devra continuer sa carrière en middleweight, battre Ousmane qui lui bah, voudra probablement retourner en welterweight, c'est pas spécialement une grosse victoire qui le ferait beaucoup avancer, selon moi. Et Ousmane, en cas de victoire, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que maintenant que tu viens de gagner en middleweight, tu restes en middleweight alors que tu as déjà dit que tu voudrais jamais affronter Israël Adesanya, ou tu redescends au welterweight mais sans spécialement faire un bond vers l'avant puisque tu n'as pas gagné en welterweight. Donc moi je me pose la question. Ousmane, ça fait déjà très longtemps qu'il a laissé sous-entendre plus d'une fois qu'il n'était pas trop loin de la retraite, qu'il voulait pas continuer à faire 5-6 combats. Il est souvent blessé au genou. On sait il a du mal. Est-ce que ce serait pas pour lui une opportunité de faire son combat un peu Red Panty Night et de raccrocher les gants par derrière? Ouais, ben moi je pense vraiment que c'est plutôt ça, hein. Je pense qu'on va Mhm. devoir, on a déjà abordé ce sujet-là. Je pense que c'est aussi une demande des combattants, c'est aussi une demande du public, euh, que l'UFC va devoir aussi de temps en temps organiser des super fights. Des Mhm. super fights qui ne sont pas régis par que va-t-il se passer pour la division, où est-ce qu'il va se classer, etc. Et donc là, pour moi, ça me plairait vraiment bien ce combat-là. Mais clairement, s'il s'organise, ça m'intéressera pas de savoir où est-ce qu'on va placer les gars juste après leur victoire ou leur défaite. C'est une parenthèse. Pour moi, ce Voilà. serait une parenthèse, un welter qui s'affronte, de très bons lutteurs, de styles très différents. On a envie de voir ce que ça peut donner, ça se fight, ça prend l'argent, on a tous payé pour regarder, et puis après, ils repartent sur leur KT et leur classement, tu vois. Donc, Ouais. moi, ça me conviendrait bien, mais comme on l'entend, bah, tu vois, avec Dana White qui voudrait que ce soit dans une KT pour pouvoir voir après la suite dans l'évolution de carrière, je pense que c'est un peu, c'est pas les attentes de Kamaru Usman en tout cas. Bah, c'est clair, je pense que d'un côté, tu as clairement Kamaru qui cherche un peu son gros combat Mm. pour assurer financièrement ses Ouais. arrières. Et de l'autre côté, bah, l'UFC, eux, ils misent très très gros sur l'avenir de Khamzat. Et donc, ça n'intéresse pas l'UFC de faire un combat comme tu viens de le décrire, un peu Mm. fun pour les fights, mais qui vont pas faire avancer l'un comme l'autre dans une Mm. direction d'un point de vue carriériste. Euh, Mais c'est voilà, intéressant ce donc que tu dis. C'est intéressant parce qu'au final, on peut se dire que celui qui gagnerait le plus dans ce combat-là, c'est Ousmane. ouais, Au final, il arrive en fin de carrière, il se dit je prends un combat qui est pas dans ma KT, donc ça va pas trop. Si je perds, on va pas me reléguer en dessous du top 10 ou quoi que ce soit. Si je gagne, c'est vraiment cool, je me fais beaucoup d'argent et voilà. Par contre, effectivement, Khamzat perd, ça craint pour sa suite, tu vois. Mm. ouais. Et en fait, ouais, Et bon pour après. l'UFC aussi. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, une défaite de Khamzat, ça craint pour la Mm, suite. mm, Qu'il combatte contre Paulo Costa ou contre Kamaru, c'est pas que ça craint parce qu'il aura potentiellement le temps de se refaire et il gardera toujours une bribe de hype. Mais je pense que l'UFC a vraiment pour espoir de lui faire un combat en middleweight et pouvoir le positionner après pour un combat pour le titre. Je mm, pense mm, que et c'est pas démérité selon moi. Khamzat est venu, il nous a impressionné, il a eu des stats de ouf. Il a une victoire contre Gilbert Burns. Euh, Après, bon, sa victoire contre Kevin Holland, c'est pas quelque chose qui le fait grimper parce que bah, entre gagner contre Gilbert Burns et gagner contre Kevin Holland, on sait ce qui est mieux. mm, Mais voilà, il a déjà sa belle victoire à l'UFC, il a sa belle série de victoires. Il a que, hormis contre Gilbert Burns, il a des victoires statistiquement comme on a rarement connu. Pour moi, c'est pas illogique qu'il soit à une victoire de la ceinture, mais mm. je préférais le voir battre un vrai middleweight pour obtenir ce title shot que de le voir battre, certes, l'ancien champion welterweight, mais dans une division qui n'est pas la sienne.
d'un point de vue Mm. sportif. D'un point de vue sportif, voilà, quiconque bat Ousmane, c'est impressionnant, mais c'est pas aussi impressionnant si c'est dans la division du dessus. Tout à fait, ouais, je suis entièrement d'accord. Donc, Ouais, et par contre, un autre point auquel je viens de penser maintenant, c'est la suite de la division welterweight. Pour une fois de l'histoire, j'ai l'impression, c'est assez clair sur la suite. Enfin, tout est officiel. On a Leon Edwards qui devrait, enfin, je dis tout est officiel. Et après, je parle au conditionnel. Leon Edwards, c'est pas encore signé, mais voilà, c'est, je combat, dirais ouais. à 90-95% de chances sûres qu'il combatte contre Colby Covington à l'UFC Covington. Londres le 22 juillet. On a ce week-end Belal contre Burns. On sait que le vainqueur, c'est le prochain challenger au titre. Donc à la place de Ousmane, tu es un peu là en mode, bah, quoi qu'il arrive, moi dans les 12 mois, j'ai probablement pas mon prochain title shot. Et peut-être que ça joue aussi dans sa tête par rapport à ce qu'il a dit sur les épisodes du Joe Rogan. Voilà, il a plus envie de tirer sa carrière en longueur. Donc peut-être qu'il se fait aussi une raison. Peut-être que voilà, dans les Mm. interviews, il parle encore de Leon Edwards pour jauger un peu les possibilités. Mais que là, quand il se dit, OK, quoi qu'il arrive, même si je prends quelqu'un, je dois gagner et attendre. Il se dit, bah, autant faire un combat fun qui va me rapporter beaucoup d'argent, beaucoup Mm. de hype, beaucoup de visibilité et me contenter de ça. Et si je gagne ou si je perds, j'avise après le combat. Mm, mm. Oui, Ça le met dans une bonne position. et puis la réalité, je pense qu'il a quand même pas mal de chemin vers la victoire, hein. On va en parler un peu plus tard, Mhm. mais c'est pas un combat, c'est un combat qui est très compétitif et qui pourrait même être à l'avantage de Kamaru Usman, tu vois. Ah bah justement, peut-être faisons la transition, à moins que par rapport au contexte, tu as quelque chose à ajouter, mais sinon moi je suis chaud de partir sur une rapide analyse technique, étant donné que c'est loin, loin, loin d'être confirmé, on va pas rentrer à fond dans le Ouais, détail, mais ouais, ouais. on peut faire un premier jet, c'est tout, même sur des combats hypothétiques qui se produisent pas, je trouve ça toujours intéressant de pouvoir exprimer son ressenti sans pour autant avoir fait une analyse. Enfin voilà, moi j'ai pas revu un combat de Khamzat ou de Ousmane récemment, si ce n'est en live pour Ousmane Edwards. Donc ce sera vraiment de l'analyse de ressenti. Euh, Mm. ben, j'ai peut-être commencé par une question très très compliquée. Je m'en excuse si ça te demande un peu de réflexion. Euh, si tu devais émettre des cotes de paris sur ce combat, donc imaginons le combat est prévu dans 3 mois, hein, on le prévoit aujourd'hui pour dans 3 mois, en middleweight, voilà, avec tous ces éléments, qui est-ce que tu mettrais favori? Je pense que ça va être une cote très serrée. Ouais. Euh, je pense qu'on aura une cote très serrée euh, à l'avantage de Khamzat Chimaev. Je pense Et, qu'on va une cote très et serrée à son avantage. est-ce que tu donnerais cette cote très serrée à son avantage pour des raisons uniquement sportives ou parce Non, que tu considères que les odd makers prennent en considération le côté hype, nombre de followers, et que du coup, bah, ils disent, OK, selon nous, c'est du 50-50, mais on le passe en 55-45 parce qu'on exactement. sait qu'il y a plus d'argent qui va rentrer sur Kamzat que sur Ouais, Ousmane. ouais, ouais, c'est pour ça que je dis ça, hein. Je pense OK. que les oddsmakers vont partir d'un principe que c'est assez 50-50, qu'on peut avoir un combat qui part tout dans un sens au premier round, comme on a pu le voir, ou c'est s'éterniser entre guillemets, enfin s'étaler sur les rounds. Donc je pense qu'on serait sur du 50-50. Je pense que Kamzat aura euh, le- l'avantage un petit peu des parieurs non sportifs, entre guillemets, Mhm. et je le vois légèrement favori sur les cotes de paris. Ouais. Et sportif. Donc, si maintenant toi tu devais émettre imaginons les deux ont 500 000 followers, donc rien d'extraordinaire, mais plutôt pas mal. Il n'y a pas une hype plus présente sur l'un comme sur l'autre d'un point de vue uniquement sportif. Est-ce que toi, du coup, tu mettrais Ousmane léger favori? Moi, je mettrais, ouais, sur le plan purement sportif, je mettrais Ousmane légèrement favori. Ok, c'est intéressant. Toi? Moi, mais en fait, je te rejoins. Sur le plan sportif, et c'est assez particulier parce que je mettrais 55-45 Ousmane. Mais ce qui est ennuyant quand je dis ça, c'est que
si le combat se fait, il y a aussi une possibilité que ça ressemble à un 90 à l'avantage de Khamzat si Khamzat fait une Khamzat. Et donc là, après, tu as tous les Exactement. gens qui vont dire, mais mec, t'es nul, et tu comprends rien à ton propre sport. Parce que, bon, il y a le chemin clair pour la victoire pour Ousmane, pour Khamzat, c'est faire ce qu'il fait habituellement. Est-ce que c'est possible? Oui. Pourquoi? Parce que autant Kamaru avait son 100% de takedown defense, il paraissait impossible Mhm. à amener au sol. Autant quand Leon Edwards y est parvenu, il a aisément pris la monte, il a aisément pris le dos, il a aisément contrôlé du dos et tu t'imagines un Khamzat dans cette position, tu te dis bon bah il y a une ouverture pour Khamzat pour une victoire assez expéditive. Mais de l'autre côté, euh, j'ai du mal à imaginer un Khamzat obtenir ce takedown aussi facilement. Je pense le voir galérer à l'obtenir et debout, je donne quand même un voilà si ça tient uniquement debout, je suis plus sur entre 60 et 65 euh, pour Ousmane quoi, 60-65% Ousmane pour 35-40% Khamzat. Ouais, ouais, bien sûr. Après, tu sais, sur les codes 55-45, on doit garder cette idée de pièces qu'on jette. Ça peut être tout l'un ou tout l'autre, hein. Ça Mhm, peut être tout pile ou tout face. C'est pour ça que moi, je pense que ça va être très serré. Je pense que si Khamzat fait une Khamzat, ça sera tout pile, entre guillemets. Et puis, mhm, on dit, ah bah ouais, c'est terminé. Et euh, si Ousmane met en place sa stratégie, bah, on va dire, bah ouais, ça va être cuit. Il va passer 4 rounds à se faire jabber la tronche. Et on vous l'avait dit, tu vois, donc entre guillemets, hein. mhm, Donc non, non, je pense que c'est pour ça que les codes vont être aussi serrés, parce que on peut voir deux vrais chemins pour la victoire pour les deux, mhm. et ça sera celui qui imposera son jeu qui va entre guillemets dominer, tu vois. Mm, mm, mm. Question subsidiaire. Est-ce que les codes de Paris changent selon si c'est un 3 rounds ou un 5 rounds? Et si oui, Ah à oui. l'avantage, ouais, je sais que si oui, bah, c'est clairement à l'avantage de Ousmane. Ah ouais, non, de toute façon, moi je pars du principe, là, quand tu m'as posé la question, que ça sera un synchrone, hein. Mhm, Pour moi, jamais ils vont faire un 3 rounds, à moins que il y aurait que Kamaru Usman n'a aucun intérêt à faire un 3 rounds. non. Le seul qui aurait cet intérêt-là, c'est Shimaev. Mhm. Mais enfin voilà, à un moment donné, non. C'est bon, tu veux devenir champion, tu fais 5 rounds, hein. Bah, c'est clair. Moi, je pense C'est bon, que t'es plus en amateur, quoi. T'es plus si, si- en pro début de carrière. 3 rounds, c'est pas assez, quoi. Tu vois, 5 rounds, ça se fait. ouais, ouais, non, il doit, enfin, pour moi, il doit absolument prendre ce 5 rounds. Surtout si on part du principe qu'en cas de victoire, il obtient le title shot. Ah ouais, ouais, non. Moi, maintenant que l'UFC fait vraiment ses main events en 5 rounds et que ça arrive qu'on ait des co-main events qui ne sont pas pour une ceinture, mais qui sont aussi en 5 rounds, comme Mhm, Diaz Edwards, comme ce week-end on aura Bell Burns. mhm. Je trouve que dans la logique, quand tu fais des gros combats où tu te dis que potentiellement le vainqueur est le prochain contender à la ceinture, Ah oui, non. automatiquement tu dois faire ce combat en 5 rounds. Pour moi, il devrait même pas y avoir de négociation, ça devrait être Oui. automatique parce que tu dois justement ça va en plus serrer un peu plus tous les combats pour le titre parce qu'en fait quand tu rentres pour la première fois dans un combat pour le titre et que tu t'es jamais préparé pour un 5 rounds, bah t'as un Mhm. léger désavantage alors que si c'est au moins la deuxième fois que tu te prépares sur un 5 rounds, bah voilà, t'as déjà deux training camps dans les jambes avec cette Ouais. préparation sur un potentiel 25 minutes de combat. En plus, ça sera sûrement, si ça se fait, ça sera un main event à Abu Dhabi, j'imagine. Je pense pas que Khamzat ait les autorisations pour aller aux États-Unis. Ouais, mais alors attends parce que Abu Dhabi c'est en octobre. Et le main event sera Makhachev. Mais par contre, tu peux imagine si tu as Makhachev en main event et Ah oui. Khamzat en co-main event. Mm. Ouh, ce serait une carte de folie, ça. Ouais, ouais, c'est clair. C'est Ah là, clair. le pay-per-view, il va, enfin, je vais pas dire exploser tous les records, mais ça va clairement rentrer dans un top intéressant, quoi. Mm, mm, mm. Ouais, donc pour revenir, désolé parce qu'on a dévié C'est là vrai. sur de nouveau enfin, je m'excuse. Pourquoi je m'excuse? Ça reste super intéressant. Donc techniquement, je suis intéressé par ton opinion sur clairement c'est Khamzat qui engagerait en lutte. Est-ce que tu partirais du principe aussi, parce que on voit souvent ça que
mettre un lutteur sur son dos est quelque chose d'intéressant parce qu'ils n'ont pas spécialement cette habitude. Est-ce que à la place de Ousmane, si les rounds commencent à tirer en longueur, est-ce que tu pars sur une stratégie de je jab Khamzat à distance, ou bien j'essaye même d'engager la lutte si je sens qu'il est fatigué pour le mettre sur son dos. Euh, Attends, pour Ousmane, hein, Ouais, donc pour, À la place d'Ousmane, tu moi, passes ça le premier serait, round. ouais, Ouais. moi, ça serait clairement, je vois une stratégie anti-lutte et de striking au jab, tout simplement. Un Mhm, truc. En fait, sur ce combat-là, je vois d'un côté un combattant très instinctif, incapable de suivre un game plan, incapable d'écouter son coin, mais tellement explosif, bon, tout ce que tu veux, que bah son coin, il l'a fait passer de temps en temps pour j'avais pas besoin de vous les gars, tu vois. Et de l'autre côté, on a un Ousmane très appliqué qui va suivre les instructions, qui va coller un game plan s'il le faut. Moi, il m'avait impressionné quand il avait battu Tyron Woodley. Woodley, tu vois. Ouais. C'était Ouais. incroyable, son placement dans la cage, la patience, enfin voilà, il avait annihilé le jeu de Tyron Woodley, qui était peut-être en fin de carrière, mais enfin voilà, c'était magnifique, c'était vraiment magnifique sur synchrone. Moi, j'avais adoré. C'était peut-être Ouais, chiant et ennuyant. on avait regardé ça ensemble. C'était Ouais, après ouais. ta victoire contre Corey Tate. Ouais, c'est ouais, ça. C'est ça à Euh, Londres, hein, ouais. ouais. Ok, je Et vois ça. enfin voilà, c'était vraiment, j'avais vraiment beaucoup aimé. Très très sportif, hein, sur le plan de la stratégie, hein. Mhm. Mais et donc sur ce combat-là, moi c'est un petit peu ce truc-là que j'imagine d'avoir ces deux cas de figure. Donc je vois aucun intérêt à Ousmane d'aller lutter, bloqué à la cage ou quoi que ce soit. Il a un très bon jab, il a une très bonne gestion de la distance, il a une bonne compréhension. Donc pour moi, il doit juste être beaucoup plus basique, souple, voir les choses, gérer son énergie et prendre ses rounds comme ça, tu vois. Mhm. Donc, donc en tout cas, ouais, pour Ousmane, ça serait la stratégie que j'adopterais, tu vois. Ouais. Je sais pas si. Non, je pense que c'est clairement la stratégie adaptée parce que ouais, Khamzat, sa faiblesse, c'est le pied-point. Sa grande force, ouais, j'ai plutôt l'exprimer comme ça, sa grande force est la lutte. Et c'est clair que prendre le risque de vouloir mettre un lutteur sur son dos, ça veut dire engager dans la lutte et potentiellement te faire retourner et te retrouver dans son domaine de prédilection. Ouais, c'est pas une bonne idée. Je pense également que Ousmane a tout pour pouvoir maintenir ce combat à distance, pour Mm, peu qu'il parvienne à défendre les trois quatre premières tentatives d'amener au sol, notamment celle qui vient dans les 10 premières secondes. mm, mm, Euh, mm, 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 mm. Khamzat, en fait, j'avais fait une erreur dans une de mes analyses, je sais plus laquelle. Je suis allé revoir son combat contre Burns, et même contre Burns, il tente une amenée au sol très très rapidement. Ouais, tout à fait, Il hein. l'obtient plus ou moins, et on a un Burns qui se relève assez facilement. Et donc, dans Mm, ce cas de figure, on voit clairement un Khamzat qui, s'il réussit pas sa première, il est beaucoup moins il reste proactif dans sa lutte, mais il est beaucoup moins proactif plus le combat avance. Et puis à un moment, il se fait à l'idée de devoir aller à la guerre. Et la grosse différence pour moi entre Burns et Ousmane, c'est que Ousmane, il est moins chaud d'accepter une guerre. Je pense qu'il a du répondant mm, dans les mm, guerres, mm, 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 mm. mais il y rentre pas spécialement. On l'a vu rentrer à la guerre contre Colby la première fois, mais ça restait quand même une guerre assez mesurée, hein. C'était plus un Mm, combat actif qu'une guerre style brawl. Je vais tout faire à une petite fait, distinction entre les deux. Ouais, tout à donc fait, tout à fait. je pense qu'on se rejoint tous les deux. Ce serait un combat très chouette pour les fans, juste pour le combat. Pour la suite des carrières respectives, c'est déjà moins intéressant. Même si ça répondrait à pas mal de questions du côté de Kamzat, parce qu'en fait, du côté de Ousmane, on n'a plus vraiment de questions auxquelles répondre. Ouais, tout à fait. Alors sur le plan sportif, si, il y a quand même quelque chose, hein. Il y a euh, Khamzat, hein, tout simplement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir s'il est capable de faire le poids. Ce Ouais. qui m'intéresse, c'est de savoir s'il est capable de faire évoluer son jeu, donc Mhm. devenir un peu plus. Il est déjà imprévisible, mais son imprévisibilité le rend prévisible entre guillemets. Mhm. On sait qu'il va shooter, qu'il peut boxer, qu'il peut envoyer des uppercuts avec des angles un peu bizarres, enfin tu vois. Et
qui va être très explosif. Mais j'aimerais pouvoir. Alors c'est toute la difficulté, hein. On l'a vu avec Johnny Walker. On a des gars comme ça qui ont une force dans ce chaos, dans cette capacité à partir un peu dans tous les sens et être imprévisible. Et si tu les contrôles trop, avec un game plan à suivre de la technique et tout, eh bien, ils perdent cet avantage-là, tu Ouais, vois. ouais, Et on je l'a suis vu totalement quand il est d'accord. passé chez John, et on a vu un Johnny Walker qui avait perdu un petit peu toute sa folie, tu vois. Mhm. Et donc là, je pense que Kamzat, ce qui serait intéressant de voir, c'est comment il peut réussir à garder pas cette folie, j'aime pas trop le terme, mais tu vois, euh, ce- cette Kamzat, tout simplement. Oh, c'est une bonne manière de le placer, ouais. Ouais, et tout en étant conscient de prendre des rounds, de gérer son énergie, d'être capable de créer du chaos quand il en faut et d'être capable de créer Ouais. du rythme quand il en faut, tu vois, d'avoir un peu plus de matière dans son jeu qui lui Mhm. permettrait d'arriver et de devenir champion, tu vois. Ouais, c'est ça en fait. Il est tout à 100%. Il met une Mhm, intensité dans son combat du début à la fin. Et le truc, c'est que maintenant, il y a un style imprévisible dans sa mhm, façon de boxer, dans sa façon de lutter. Mais tu sais que quoi qu'il fasse, ce sera avec cette intensité de 100%. Et donc, mhm, soit tu t'y attends dès le début, soit au fil du combat, tu commences à comprendre son timing, cette intensité, et tu peux trouver tes ouvertures dedans, comme l'a fait Burns en fait. Et quelque chose qui peut vachement améliorer son jeu, c'est un peu justement cette régulation du tempo, de temps en temps diminuer mhm, le tempo pour surprendre avec une accélération sur un timing judicieux. Il y a pas mal de combattants qui sont très forts pour ça. Et c'est vrai que ça, c'est peut-être l'adaptation sur l'approche stratégique du combat qui mhm, serait bonne à faire pour lui parce que, comme tu l'as très bien dit, il semble pas être quelqu'un qui va être capable de suivre un game plan ou d'écouter des instructions, mais c'est le genre de gars où, à mon avis, tu peux travailler pendant le training camp sur quelques nouveautés dans son jeu qui, dans son instinct, vont se former et se ressentir dans le combat pour améliorer son niveau. ouais. Et d'ailleurs, sur ce combat hein, contre Burns, après le combat, on se rappelle que son coach était très très fâché entre guillemets d'avoir eu un Chimaev qui a rien écouté, qui est parti Mm. un peu dans tous les sens. Enfin voilà que pour lui, ce combat, il aurait dû le gagner, non pas dans une guerre, mais beaucoup plus technique. Ouais. Donc ça va être ça aussi ça la question. Est-ce que son coin, est-ce que son coach, même si je rejoins mon ami Clément, j'ai vraiment du mal avec leurs méthodes d'entraînement, que je pense qu'ils sont contre-productifs. Est-ce qu'il va être capable, ce coach, de Revoir le jeu, ouais. revoir le jeu, le faire évoluer, tu vois? Je préférais qu'il reste avec ce coach parce qu'il le connaît bien Mm. et que il sait qu'il y a quelque chose à faire sur ce plan-là. J'aimerais pas le voir partir dans un autre club avec un autre coach un peu plus strict et qui pourrait transformer son jeu, tu vois? Mhm. Mais je me dis que ça pourrait, sur le plan sportif, contre Ousmane, être aussi un déclic. Se dire, OK, c'est passé avec, sur son dernier combat, comment il s'appelle déjà son dernier combat, son dernier Holland. Hollands, ouais. Sur Hollands, ça va, tu peux y aller, tu fais comme tu veux, les côtes elles sont enfin voilà, tu peux le mettre au sol, Après, ce sera il vite était en fait. préparation pour Ned Diaz, mais Oui, même enfin voilà, principe, Ned même Diaz, c'est principe. pareil, tu t'en fous quoi, il y a pas réellement de game plan là-dessus. Mhm. Mais là, je me dis peut-être que ça va être, un déclic qui dit: «Ouais, cette Lui, je fois dois le préparer. je Mhm. dois le préparer, je peux pas faire comme avant, parce que si ça passe pas, je vais pas tenir 5 rounds face à un gars comme ça». Et donc ça serait sur le plan sportif, ça serait en tout cas personnellement, je trouverais ça phénoménal, tu vois? Je trouverais Mhm. là, il aurait toute mon attention, tu vois? Pas Ouais. juste le côté, «Ouais, c'est cool, il est cool, machin et tout». Non, là, il aura toute mon attention, Ouais, clairement. bien sûr, parce que tu mets une brute de compétences telle que Khamzat avec un mental de guerrier qui est prêt à aller à la guerre, Et une intelligence de couplé à une combat. progression et une intelligence de combat. Ouais, là, ça commence à créer un monstre qui fait très, 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 très peur. Ah ouais, ouais, Euh, ouais. Mmh. mhm. Quand tu Eh vois que ben, l'intelligence de combat, même sur des combattants qui sont, tu vois, par exemple un Belal, Mohamed qu'on va voir ce week-end, qui a rien d'extraordinaire sur le plan athlétique ou même, je pense qu'il est un peu moyen partout entre guillemets.
et Mmh. son intelligence de combat lui fait gagner des combats Ouais. à chaque fois. Donc si Mmh. tu as quelqu'un qui est incroyable, qui est déjà talentueux, tu rajoutes ça. Ça fait peur. Et en plus de ça, il y a vraiment euh, de ce qu'on entend des coulisses, il a aussi le work ethic, il a cette mentalité de tout le temps s'entraîner, de tout le temps bouffer des heures d'entraînement. Et donc ça aussi, c'est un élément Mm. important dans ta recette du meilleur combattant. C'est à voir, ça c'est à voir, parce que j'ai Si l'impression c'est que bien géré. ouais, je Si c'est pense que bien c'est très géré. mal géré, moi. Je pense Ouais, c'est ça, que ouais. Ouais. c'est pas du, le C'est work du ethic, surentraînement. il est sur du surentraînement, il laisse pas le temps à son corps de se reposer et Ouais, il y a la feeling. En fait, ce que je voulais je dire, pense c'est qu'il que faut t'as vraiment beaucoup faire de, attention. Ouais. Je pense je qu'il faut disais, vraiment faire ouais. attention avec ça. Alors j'espère que c'est pas mal pour les caméras aussi, tu vois, parce que c'est Mhm, possible, hein. C'est un gros bosseur, c'est sûr, mais quand j'entends genre des combattants pros, soi-disant ils s'entraînent 8 heures, non, il y a personne qui s'entraîne 8 heures par jour. mhm, Non, il y a 8 heures, il y a ou alors dans ton entraînement, si tu comptes le repos et etc. Tu vois. mhm. Mais tu fais pas 8 heures d'entraînement, Non, c'est non, pas mais ça, possible, c'est tu vois. impossible. Là, tu serais clairement en surentraînement. Parce que j'ai peut-être parlé trop vite. En fait, je voulais dire qu'il y a beaucoup de talents gâchés parce qu'ils reposent tellement tout sur leur Ah talent oui, qu'ils ne oui, oui. s'entraînent pas assez. Ah oui, oui. Et Ouais. Khamzat, il a le talent et il Et a il les bosse. entraînements. Par contre, effectivement, moi aussi, j'avais ce petit doute de est-ce qu'il bosserait pas un peu trop et que sur le long terme, ça va se ressentir. Enfin, le surentraînement, on sait très bien que ça peut te détruire ton corps et in fine, bah, ton toutes tes compétences athlétiques et tes aptitudes physiques. Et ben voilà, Alors je pense quand même que le fait qu'il soit maintenant très très connu le pousse à faire un peu plus de voyages, un peu plus de promotions et réduit ses entraînements, ce qui est, je pense, une bonne chose, tu vois. c'est bénéfique. Je pense C'est aussi que c'est bénéfique. bénéfique. Donc ça va être, je pense que là, ça va être intéressant. Mm. Mhm. Eh ben, dans tous les cas, très hâte de le voir dans la cage, peu importe contre qui. Il y a du pour, il y a du contre pour Ousmane, il y a du pour et du contre pour quelqu'un d'autre. Brian, merci pour le petit imprévu, la petite vidéo quand même d'une demi-heure pour couvrir Ouais, bah, ce potentiel combat. c'était cool d'échanger là-dessus. Et comme d'hab, hein, en commentaire, dites-nous ce que vous en pensez sur ce combat-là, sur les game plans que vous pouvez imaginer voir et qu'on n'aurait pas vu. Moi, ça Ouais. m'intéresse toujours. J'apprends aussi en commentaire, c'est cool. Tu me rattrapes toujours parce que j'oublie tout le temps, j'ai oublié, liker la vidéo, partager la vidéo, Ah mettez-nous oui, un oui. petit commentaire et justement les commentaires les mieux construits nous font toujours plaisir à lire. Moi je vois qu'il y a pas mal de monde qui nous tape des tartines. J'ai pas toujours le temps de répondre mais j'ai toujours le temps de lire et c'est super agréable parce qu'on apprend beaucoup dans certains commentaires. Ouais, 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 il y a plein d'infos, il y a plein d'autres visions. Nous, on propose nos deux visions, il y en a d'autres, et c'est pas. Et puis il y a aussi la question. C'est pas juste une question genre de statut. Tu peux être quelqu'un qui est juste observateur public et qui a vu quelque chose qu'un coach n'aura pas vu. Et donc enfin voilà, c'est pas d'où tu parles, c'est la qualité de l'argumentation qui compte avant tout, quoi. Donc Yes. un coach qui vous dit fais ci, c'est ça, c'est peut-être des conneries, et un mec lambda qui vous dit fais ci et ça, c'est peut-être lui qui a la vérité. Dans tous les cas, c'est l'argumentation Ouais, qui importe plus que la personne qui le dit. Donc c'est ça. c'est pour ça que on lit tout et on y apporte de l'importance aussi. Yes. Très bonne conclusion. Merci à toi, Brian.